Donc bonsoir à tous et à toutes, bienvenue en Caraïbes pour cette soirée en compagnie de Émilie Saint-John-Mandel. C'est un grand plaisir et un grand honneur de vous accueillir ce soir. On est accompagné aussi de Jeanne Guyon des éditions Rivage qui va assurer la traduction et c'est un grand plaisir aussi d'avoir ce soutien-là. Je ferai de mon mieux car ce n'est pas mon métier. Voilà, donc soyez indulgents. Alors, on est là pour parler de Station Eleven, le dernier traduit en français aux éditions Rivage. Rapidement, de quoi ça parle? Arthur Leander, un acteur célèbre qui a eu ses moments de gloire à Hollywood, meurt d'une crise cardiaque sur scène. Je vous spoil la première page. En pleine représentation du Roi Lear. Et puis, assez rapidement, c'est-à-dire dans les quelques pages qui suivent, on a des milliards de morts. Je cite... De tous ceux qui étaient présents ce soir-là, ce fut le barman qui survécut le plus longtemps. Il mourut 3 semaines plus tard, sur la route, en quittant la ville. Donc, un virus, une catastrophe. En une poignée de jours, la population mondiale est décimée. Et quand je dis décimée, c'est décimée. Et on alterne ensuite 3 périodes. Le moment où justement le virus se répand comme une traînée de poudre, et ce qui se passe à ce moment-là. Et puis ce qui s'est passé des années avant pour des personnages qui étaient présents à ce moment-là. Et puis ce qui va se passer des années après. Avec des échos aussi de personnages qui se croisent, se perdent de vue, se retrouvent. La narration étant pas linéaire, la mort d'Arthur au premier chapitre n'empêche pas d'être centrale en fait dans tout le roman. On passe donc des ambitions, de ses ambitions de carrière, sa volonté de percer, son talent assez relatif, ses conquêtes, ses sentiments qui fanent. Par moments on croise ces femmes, la deuxième notamment Miranda, son talent à elle est dessinatrice, peintre, artiste, ses rêves, et puis on croise aussi, entre autres, je vous les dis pas tous parce que les rencontrer c'est un plaisir aussi et je vais vous le laisser, Jivan qui est un paparazzi qui les suit pendant un temps, et dans les années après la catastrophe on suit notamment une compagnie itinérante d'artistes, comédiens, musiciens, qui va de communauté en communauté pour jouer essentiellement du Beethoven et du Shakespeare. Et c'est pareil, on suit leur histoire, leur trajet, les gens qui croisent, qui perdent et qui retrouvent. Je vous en lis un extrait pour le plaisir. Ce qui a été perdu lors du cataclysme, presque tout, presque tous. Mais il reste encore tant de beauté. Le crépuscule dans ce monde transformé, une représentation du songe d'une nuit d'été sur un parking dans la localité mystérieusement baptisée Sainte Deborah by the Water, avec le lac Michigan qui brille à 500 mètres de là. Kirsten dans le rôle de Titania, une couronne de fleurs sur ses cheveux ras, la cicatrice irrégulière de sa pommette atténuée par la lumière des bougies. Le public est silencieux. Saïd tourne en rond autour d'elle, vêtue d'un smoking que Kirsten a trouvé dans la garde-robe d'un mort près de la ville d'East Jordan. « Arrête, téméraire infidèle, ne suis-je pas ton époux? Alors je dois être ton épouse. » Les répliques d'une pièce écrite en 1584, l'année où les théâtres londoniens avaient rouvert leurs portes après 2 saisons de peste. Ou peut-être écrit en 1595, un an avant la mort du fils unique de Shakespeare. Quelques siècles plus tard, sur un lointain continent, Kirsten, mi-enragée, mi-amoureuse, arpente la scène dans un nuage de tissu coloré. Elle porte une robe de mariage en mousseline de soie, peinte en dégradé de bleu au moyen d'un coffret d'aquarelle pour enfants qu'elle a récupéré dans une maison de New Petoskey. « Que tu n'aies troublé nos jeux de tes clameurs, poursuit-elle. C'est dans ces moments-là qu'elle se sent le plus vivante. Sur scène, elle n'a peur de rien. Aussi, les vents qui nous faisaient entendre en vain leurs murmures, comme pour se venger, ont pompé de la mer des vapeurs délétères. Contagieuse, explique une note à côté du mot délétère dans l'une des 3 versions du texte, la préférée de Kirsten, qu'utilise la symphonie. Donc ça s'appelle, leur compagnie s'appelle la symphonie itinérante. Shakespeare était le 3e enfant de ses parents, mais le premier à survivre à la petite enfance. 4 de ses frères et sœurs moururent en bas âge. Son fils, Hamnet, décéda à 11 ans en laissant un jumeau. Les théâtres fermaient l'un après l'autre à cause de la peste, la mort planait sur le paysage.
Et ce soir, dans le crépuscule éclairé par des bougies, comme au temps jadis, avant l'ère de l'électricité, aujourd'hui révolue, Titania se tourne vers son roi des fées. Aussi la lune, cette souveraine des flots, pâle de courroux, inonde l'air d'humides vapeurs qui font pleuvoir les maladies catharales. Oberon l'observe entouré de sa suite de fées. Titania parle pour elle-même à présent. Oberon n'existe plus. Sa voix porte haut et clair au-delà des spectateurs captivés, au-delà de la section des cordes qui, côté court, attend le signal de commencer. Et au milieu de ce trouble des éléments, nous voyons les saisons changer. Les 3 caravanes de la symphonie itinérante sont identiques en tant que telles, le nom inscrit en lettres blanches de chaque côté, mais la caravane de tête arbore une ligne de texte supplémentaire, parce que survivre ne suffit pas. Ça vous donne l'ambiance. Et enfin, ce chapitre-là est juste fabuleux, puisqu'on a tout le livre en fait. Enfin, voilà, ça donne une idée de tout ce qu'il y a dans ce livre, quoi. Enfin, on va en parler. Il y a un fil rouge qui est tendu entre tous les personnages et à toutes les périodes qu'on traverse. C'est une quête de sens pour chacun. Pour notre époque, ça pourrait être comment être authentique dans une société qui ne l'est pas, comment trouver du sens à nos vies. La figure pour ça de la vedette d'Hollywood et puis et notamment celle du paparazzi sont assez flagrantes, quoi. C'est des vies qui ont du mal à trouver du sens et qui pourtant ils ont des possibilités, et pour les personnages qui vivent après, ça pourrait être comment trouver du sens à la catastrophe, ce qui s'est passé. C'est tellement énorme, le traumatisme est tellement grand, la secousse est grande qu'il faut trouver une raison, il faut trouver du sens. Et pour ça, il y a la caravane qui apporte du sens avec l'art. Mais il y a aussi l'histoire de passagers qui vont se retrouver coincés dans un aéroport parce que leur avion est arrivé et puis il y a eu une quarantaine et qui va trouver du sens d'une autre façon dans une Bible. Il y a aussi une autre communauté qui trouve du sens à sa façon aussi par la mémoire, en construisant une bibliothèque, en essayant de rétablir, de noter des témoignages, de faire parler les gens, de retrouver des bribes du passé, de reconstruire le sens qui a été perdu. Et du coup, tout le livre est irrigué par ces questions qui n'ont pas de réponse et que la religion, l'art ou la mémoire permettent juste d'approcher mais pas de résoudre. Et la question que je voulais poser, c'était est-ce que cette quête de sens, c'était le propos de départ ou est-ce que finalement c'est les personnages qui l'ont imposé? I would say that question was brought about by the situation, for the most part. What I found myself interested in as I wrote the book was what remains. You know, what do we long for and try to recreate if everything that we think of as civilization falls very suddenly away? And I think that in that question is, you know, what matters to us? And so in that is, you know, how do you find meaning in this strange new world in which you find yourself, this life that you never could have expected? So, yeah, I would say it came about through the situation more than the characters. En fait, je serais tentée de dire que c'est surtout la situation qui m'a amenée à écrire là-dessus plus que les personnages. Ce qui m'a intéressé, c'était de réfléchir à ce qui resterait donc après la catastrophe, c'est-à-dire comment recréer quelque chose quand la civilisation s'est écroulée. En d'autres termes, qu'est-ce qui serait vraiment important de garder et comment du coup trouver un sens dans ce nouveau monde tel qu'il se présenterait. Et du coup, je crois que ce qu'on garde d'abord et avant tout de ce livre, c'est la justesse des personnages et de leurs relations. En fait,
la puissance de ce sentiment que ça c'est des humains, des vrais et comme moi, quoi. Et l'attachement qu'on a pour chacun et la façon dont les groupes et les individus fonctionnent ou dysfonctionnent. Je vous lis un très court passage, alors ça continue longtemps mais c'est juste le début, sur la façon dont la troupe itinérante est présentée. Le problème de la symphonie itinérante était celui de n'importe quel groupe humain sous toutes les latitudes. Un problème antérieur au cataclysme et sans nul doute bien antérieur au début de l'histoire connue. Histoire avec un grand H. Prenons par exemple le 3e violoncelle. Il livrait une guerre d'usure à Dieter depuis plusieurs mois à la suite d'une remarque inconsidérée de ce dernier concernant les risques qu'il y avait à jouer d'un instrument dans un territoire dangereux, sachant que les notes peuvent porter jusqu'à 1,5 km par temps clair. Dieter n'avait rien remarqué. En revanche, il éprouvait énormément de rancune à l'égard du 2e corps, à cause d'une réflexion que celle-ci avait faite un jour sur son jeu d'acteur. Cette rancune ne passait pas inaperçue. L'intéressée trouvait que Dieter se montrait mesquin, mais quand le 2e corps faisait la liste des gens qu'elle n'aimait pas beaucoup, elle le classait bien après la 7e guitare. En réalité, il n'y avait pas 7 guitares au sein de la symphonie, mais les guitaristes avaient pour tradition de ne pas changer de numéro quand l'un des leurs mourait ou s'en allait. De sorte qu'à l'heure actuelle, l'orchestre comptait les 4e, 7e et 8e guitares, la question étant de savoir où était actuellement la 6e, car ils avaient fini de répéter le songe d'une nuit d'été sur le parking de Walmart, ils accrochaient la toile de fond entre les caravanes, ils étaient à St. Deborah by the Water depuis maintenant plusieurs heures, alors pourquoi ne les avaient-ils pas rejoints? Et on a quand même pour le plaisir, 3 pages de gens qui se détestent, mais pas, comment dire, en ignorant que telle personne les déteste parce que lui, il est focalisé sur quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve extrêmement juste. Et que ce soit ce qui reste comme organisation après la catastrophe, je trouve ça très juste. Well, they're like a family, aren't they? Exactly. Yes. Comme une famille. Yeah. Je n'ai pas besoin You de love plus. your family. You can't stand your family. Voilà, la famille qu'on adore ou qu'on aime. Alors le côté moins drôle du groupe humain et de l'aspect humain des personnages, il y a une résonance de plus en plus terrible en fait qui s'installe entre la vacuité et la vanité de nos vies actuelles et la tension et la violence qui irriguent le monde d'après. Et dans les deux chemins qui vont en s'éloignant, en fait, on a les mêmes désirs. Les personnages ont les mêmes besoins, les mêmes difficultés à se parler, les mêmes difficultés à se considérer comme quelqu'un de bien. Et souvent, ils font des choix, souvent, il y a des mauvaises décisions qui sont prises. On vit des vies qu'on n'a pas eu forcément, qu'on n'a pas rêvé, on n'a pas forcément eu envie de vivre. Et où on ne sait pas quoi en faire. Et la grande différence, c'est que pour ceux qui ont survécu, le mauvais choix, la mauvaise décision, elle est souvent fatale pour quelqu'un. Pas forcément pour vous, mais c'est grave. Alors que pour Arthur, pour Miranda, pour pas mal de gens de l'époque d'avant, ça ne fait qu'affadir sa vie, mais c'est pas un drame. Et ma question, ce serait, est-ce que être humain, est-ce que ça pourrait être ce qui reste, les décisions qu'on a prises? I think so, because it seems to me, and this is related to the line on the caravan, because survival is insufficient, which I can get into in a second. We would still be us, after even the most cataclysmic event. We would still be subject to all of the small jealousies and the pettiness and the minor annoyances, and also the wonderful things, the friendship and the love and the rest of it that I tried to convey in that chapter you read. I feel like the way we relate to groups, whether we think of them as families or whether they're like our coworkers in the current world, probably wouldn't change. In terms of decisions, of course the stakes are much higher in the post-apocalyptic world, in this world with really no safety net. But there is, as I tried to get into in the sections set in the current day, there is still such potential for grief from wrong decisions in our current world. So it was interesting to think of both of those things.
Oui, je crois en fait, c'est le sens de cette inscription sur leur caravane, parce que survivre ne suffit pas. Je me suis dit que, en fait, dans le monde d'après la catastrophe, nous serions en fait toujours nous-mêmes, avec les mêmes jalousies, les mêmes mesquineries, les mêmes, voilà, les mêmes problèmes, mais qu'il y aurait aussi toutes les belles choses de la vie, l'amour, l'amitié. C'est ça que j'ai essayé de rendre. En fait, que nos relations au groupe, quels qu'ils soient, famille, groupe de travail, etc., en fait, ne changeraient pas fondamentalement. Que, en revanche, les enjeux seraient plus forts, évidemment, dans un monde de type post-apocalyptique ou post-catastrophe, où là, évidemment, on est complètement sans filet, et qu'il y a évidemment un potentiel très fort pour le malheur, pour la... Voilà. C'est ça que j'ai essayé de rendre. Et ce qui m'amène à une question. Dans des interviews, vous avez dit que l'aspect post-apocalyptique n'était pas forcément dans le projet de départ, c'est arrivé en cours d'écriture. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est imposé, qu'est-ce qui vous a donné envie de le développer? Right, sure. So originally, the book was going to be set entirely in the present day. I just wanted to write about the lives of actors. I was interested in writing about what it means to devote your life to your art, and the costs and the joys of that. So that was the original idea. It was going to be set in present-day Canada in a traveling Shakespearean theater company. But what I found is that I'd been wanting for a while to find a way to write about the technology that surrounds us, which really is extraordinary, and we tend to take it entirely for granted in the way that we often do take for granted the things that we don't have to notice. We assume that, you can just take a phone out of your pocket and dial somebody on the other side of the world, and that the signal will just go up to the satellite and come back down. We call that device a telephone, but of course it is in fact a supercomputer. It's kind of spectacular. We can do things like cross the Atlantic Ocean in 6 hours, which is what I'm planning to do tomorrow. These are extraordinary things that we have a tendency to take entirely for granted. And it seemed to me that an interesting way to consider those things, and by extension perhaps to consider the modern world more broadly, would be to contemplate its absence. So what does it look like when all of the technology that we take for granted suddenly falls away? So I decided to keep that original idea of the traveling company of actors, but set it in a post-apocalyptic landscape. For me, it was a way of paying attention to and writing about the modern world by looking at its absence. The same way you can talk about a person by delivering a eulogy. C'est pas facile. Oui, en fait, à l'origine, j'avais prévu d'écrire un livre qui se passerait de nos jours, voilà, dans le monde contemporain, et qui parlerait, je voulais écrire sur des acteurs, voilà, une troupe de théâtre, de gens qui consacreraient leur vie à l'art. Donc ça devait se passer au Canada, dans le monde du théâtre shakespearien. Et puis, en fait, plus j'y pensais, plus je jouais avec l'idée que je voulais écrire quelque chose sur la technologie dans notre monde, c'est-à-dire toutes ces choses que nous tenons pour évidentes,
et qu'en fait du coup nous ne remarquons pas, comme par exemple le téléphone, voilà, on passe un appel et hop, le signal, on voit votre message à l'autre bout du monde, mais en fait on appelle ça un téléphone, mais réellement c'est plutôt un super ordinateur, voilà, ou par exemple dans un autre ordre d'idée, comme de voyager de l'autre côté de l'Atlantique en 6 heures, comme moi ce que je vais faire là dans quelques jours, c'est tout à fait extraordinaire, et en fait pour nous c'est évident. Donc en fait pour moi c'était écrire ce livre, c'était une façon de parler du monde moderne et de l'envisager sous l'angle de son absence. C'est ça, et donc l'idée c'était, voilà, quand j'ai souhaité garder l'idée du théâtre de départ, l'idée des acteurs, donc ils sont présents dans le livre, dans ce contexte, et voilà, l'idée c'est écrire sur le monde moderne, mais vu sous l'angle de son absence. C'est un petit peu comme parler d'un défunt en faisant son éloge funèbre. Et du coup, un aspect qui découle de cette démarche qui est très intéressant dans justement la réflexion sur le post-apo, dans celui-ci, c'est la façon dont chaque génération a encaissé le choc, en fait. Parce que ceux qui étaient adultes au moment de la catastrophe ont des souvenirs. Eux, ils ont beaucoup perdu. Ceux qui étaient gamins ou ceux qui sont nés après, pour eux, le monde c'est celui-là, quoi. On leur parle d'un frigo, c'est un truc, quand on l'ouvre, c'est froid dedans, puis il a fait de la lumière. Ça, ils n'ont pas la sensation d'avoir perdu un truc, quoi. C'est pas un drame pour eux. Et il y a vraiment une différence, et notamment dans la troupe, dans la symphonie itinérante, où il y a des gens de plusieurs âges. Il y a ceux qui ont des références et qui savent notamment que la phrase « parce que survivre ne surfrit pas » vient de Star Trek. Et il y a les jeunes pour qui Star Trek, voilà, c'est pas, ça leur rappelle absolument rien, quoi. Et c'est quelque chose d'assez émouvant, ce rapport à l'histoire, en fait, à notre histoire. That's interesting. I was interested in writing about memory, and an idea that I found interesting, thinking about this world and the way we would adapt to it, is that the more you remember, the more you've lost. So, as you say, for people born into it, that is all they know. And in fact, for them, when older people talk about our current world, it's like science fiction, which was a really interesting exercise. Imagining how strange this world would seem if you were trying to explain it to somebody who'd never seen it. This idea that once upon a time, cold air came out of a vent in the wall in hot weather. Air conditioning is really hard to do. It really would seem like science fiction. It makes you see these things in a different way, writing something like this. Oui, ça nous amène à voir ces choses sous un angle complètement différent, en fait, parce que mon idée était vraiment d'écrire sur la mémoire, sur le souvenir, voilà, que en fait, plus on se souvient, plus on réalise qu'on a perdu quelque chose, et le monde des vieux, enfin des plus anciennes générations, en fait, apparaît du coup comme un monde de science-fiction, voilà, vu sous un autre angle. C'est comme ce monde devait être étrange. Il était une fois, dans ce monde d'avant, de l'air passait à travers des conduits de ventilation, et voilà, tout ce qui était évidemment l'air conditionné à l'époque, mais vu sous un autre angle par ceux qui ne l'ont pas connu, ça apparaît comme quelque chose de totalement SF, totalement magique. Mais le monde dans lequel ils évoluent est bourré de témoignages, et notamment de témoignages de la catastrophe, parce que la plupart de ceux qui ont survécu, c'est qu'ils étaient absents ou protégés, ou on ne voit pas les premières années de chaos, de catastrophe. Soit ça a été oublié, soit les gens n'y ont pas assisté, ils sont sortis après, et il y a des, ou en tout cas ils n'en parlent pas. Et il y a des traces.
Alors, but there je vous en lis. signs, traces. C'est une équipe ils ont trouvé une école et ils la visitent pour savoir s'il y a des choses à récupérer. L'école, de petite taille, comportait 6 classes. Le plancher était jonché de débris de verre, de détritus non identifiables, de manuels et de classeurs déchiquetés. Ils passèrent d'une pièce à l'autre, cherchant partout, mais il n'y avait que désordre et décombres. Graffitis superposés, noms illisibles écrits en lettres dégoulinantes sur les tableaux noirs, messages d'un autre temps. Jasmine L, si tu lis ça, va au chalet de mon père sur le lac, Ben. Bureau renversé. Un feu avait noirci le coin d'une des pièces avant d'être éteint par quelqu'un ou de mourir tout seul. La salle de musique était immédiatement reconnaissable aux pupitres tordus disséminés par terre. Les partitions avaient disparu, peut-être utilisées pour allumer le feu de cuisson dans le gymnase, et il n'y avait pas d'instrument. Néanmoins, Viola découvrit dans un placard un demi-flacon de colophane et Kirsten un bec de flûte enfoui sous les déchets. Une phrase peinte à la bombe sur le mur nord. La fin est là. Ça fout les jetons, dit Viola. Jackson apparut sur le seuil. Il y a un squelette dans les toilettes. Auguste fronça les sourcils. Quel âge? Vieux. Un impact de balle dans le crâne. Que faisais-tu dans les toilettes? J'espérais trouver du savon. Et c'est une scène absolument terrible parce que on a à la fois on visualise, nous, c'est facile de visualiser une école. On voit la perturbation des gens qui se sont abrités là, et notamment les inscriptions sur les tableaux noirs qui sont, qui laissent entendre le chaos que ça a été, les gens qui n'ont plus de communication, il n'y a plus d'électricité, qui ne savent pas comment retrouver leurs proches. Et tout ça s'est passé. Et ce qu'il y a maintenant, c'est juste de la poussière, des gravats et puis un cadavre dans les toilettes, quoi. Et la façon dont les gens déambulent à travers ça, ils sont habitués. Yeah, the timeline of the book is very deliberate, setting it 15 and 20 years after this collapse. It seems to me that most of the post-apocalyptic fiction that I've read is set in that immediate aftermath when everything is violence and chaos and mayhem and horror. And I believe that such a moment would happen, but it's not plausible to me that that would last forever, at least not everywhere on Earth. So it was more interesting to me to write about what comes next. What's the new world and the new culture that begins to emerge 15 and 20 years later. But at the same time, you can't just entirely avoid that period of chaos. So it seemed to me that it would be best rendered with the lightest possible touch. If I can just hint at the chaos and show the reader almost archaeological remains of it, then I thought that might be more subtle and more effective than showing the blood spatters, so to speak. Oui, en fait, la temporalité est très délibérée et dans mon livre, en fait, c'est quelque chose que j'ai réfléchi parce que, en fait, dans la plupart des romans post-apocalyptiques, le romancier s'étend sur le moment du chaos et la façon dont ça dure et dont ça se développe et la violence, l'écroulement. Et il me semblait quelque part que ça n'était pas plausible, que ça puisse durer éternellement et qu'il me semblait plus intéressant de se concentrer sur ce qui vient après, comment la nouvelle culture émergerait 15 ans, 20 ans après la catastrophe. Bien évidemment, pour autant, c'est pas quelque chose que j'ai voulu passer sous silence. J'ai pas voulu éviter la question du chaos, mais il me semblait que ce serait mieux rendu en approchant ça de manière plus subtile, plus légère, par allusion, comme là dans ce que vous avez lu, une scène un petit peu archéologique me semblait voilà, plus efficace que le bain de sang. Et justement, sur la question de l'optimisme,
et de la reconstruction, j'ai lu plusieurs critiques qui comparaient Station Eleven avec La Route de McCarthy, un autre auteur qui s'est emparé du post-apo, et on déduisait que c'était un roman particulièrement optimiste et confiant dans la nature humaine. Mais bon, à côté de La Route de McCarthy, n'importe quel livre serait confiant et optimiste. Mais l'optimisme effectivement de Station Eleven, c'est pas une naïveté, c'est pas une confiance illimitée dans la nature humaine. Il y a la secousse, il y a la catastrophe, le choc traumatique, il y a des blessures profondes. Il y a un personnage par exemple qui, c'est Admi, elle ne vide pas les poissons. Elle ne vide pas les poissons. On ne saura pas pourquoi, mais c'est admis et elle peut pas faire ça parce que et on ne sait pas pourquoi. Et juste ce détail, ça vous donne une idée de la puissance de l'allusion en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a l'image en tête même si on la veut pas. Et en même temps, on n'en sait pas plus et on n'a pas besoin d'en savoir plus. Sur la subtilité, la puissance de l'allusion, comment dire, la pudeur sur la description de la violence et le fait que ça la démultiplie. Je vous lis un extrait. Kirsten, c'est une jeune femme qui fait partie de la compagnie. À un moment, on a accès à une de ses interviews en fait par un archiviste qui lui cherche à recueillir des témoignages des gens et notamment il lui demande comment ça se passe dans les autres villes qu'il traverse quoi. Parce que c'est aussi le principe de la caravane itinérante, c'est de transporter aussi des nouvelles des autres quoi. Les autres villes que vous traversez sont-elles très différentes d'ici ? Celles où nous allons plus d'une fois sont assez semblables à New Petoskey. Il y en a d'autres où nous ne retournons jamais parce qu'on sent tout de suite qu'il s'y passe des choses très déplaisantes. Les habitants ont peur, ou alors on a l'impression que certains ont de quoi manger tandis que d'autres meurent de faim, ou alors encore on voit des fillettes de 11 ans enceintes, ce qui prouve qu'on est dans une zone de non-droit ou que la population est sous l'emprise d'une secte quelconque. Parfois, nous passons dans certaines villes qui ont un système de gouvernance parfaitement raisonnable, logique, mais quand on y retourne 2 ans plus tard, elles ont sombré dans l'anarchie. Chaque ville a ses propres traditions. Ici, par exemple, vous vous intéressez au passé, vous avez une bibliothèque publique. Plus nous en saurons sur le monde d'avant, mieux nous comprenons pourquoi il s'est effondré. Mais tout le monde le sait, ce qui s'est passé, le nouveau virus de la grippe porcine, les vols en provenance de Moscou, ces avions remplis de patients zéro. Néanmoins, je suis partisan de comprendre l'histoire. Et donc voilà, sur la description, on va pas nous dire c'est terrible, il y a des enfin, tout ce qu'on voit dans Walking Dead quoi. Il y a des façons de prendre le pouvoir sur les autres, de violer des gamines, etc. Mais en un paragraphe, on sait que ça existe. Et c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Et est-ce que cette façon de nous laisser entrevoir quelque chose mais pas tout, c'est une façon de protéger le lecteur ou c'est Almost the opposite. C'est le contraire. It seems to me that as a writer, if I just suggest this unspeakable horror and violence, for example, in those other towns, or in that year that Kirsten can't remember when she's very young, or even the prophet's entire childhood, which one assumes was not a particularly happy time, or what happened in the Air Gradia jet that's under quarantine in the airport. It seems to me that anything you can imagine as a reader is at least as horrific as anything I could write. And it just seemed, it seemed to me that if you're dealing with a subject that can very easily lapse into melodrama, le fin du monde, the end of the world, it's huge. And I think that it has to be rendered as delicately as possible, in my opinion. Or it's just over the top, and the impact of it is a little bit deadened. It's too impersonal. So
Yeah, I thought suggesting it rather than showing it might be a better idea. And the question of optimism, for me, it really comes down to a matter of plausibility. That I don't think that I'm extremely optimistic about human nature, but it really isn't plausible to me that humans would choose to live indefinitely in a state of chaos. I think it's not a sustainable way of life over decades and generations. So I do think that 20 years later, life would be at least headed toward a state of calm. Heading toward a state of calm. En fait, en tant qu'écrivain, voilà, si je suggère l'horreur, c'est beaucoup plus efficace, comme par exemple, voilà, l'enfance du prophète, dont on conçoit bien que ça a été une enfance difficile, ou bien la quarantaine qu'ont dû subir les gens dans l'aéroport, etc. Tout ce qu'on imagine, en fait, tout ce que le lecteur imagine, est largement aussi horrible que tout ce que je pourrais écrire. Et d'écrire de manière trop peu subtile, trop évidente, mènerait rapidement à sombrer dans le mélodrame. Donc pour moi, l'idée c'est de rendre les choses le plus délicatement possible. Sinon, on aboutit à quelque chose de très impersonnel, qui n'a pas d'effet, qui n'a pas d'impact. La suggestion pour moi est bien préférable. Quant à la question de l'optimisme, en fait, je ne peux pas dire que je sois d'un optimisme béat sur la nature humaine, mais il me semble qu'en fait, là encore, c'est lié à la question de la plausibilité, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il me semble que ce serait de toute façon pas soutenable de vivre pour une société humaine dans le chaos de manière permanente, et qu'on aboutirait à un moment donné à un moment d'apaisement. Et du coup, sur la construction, c'est un aspect que vous aviez déjà travaillé dans les variations sébastianes, que je recommande au passage. Long time. She's saying it resembles the structure of the previous book. Et ça fonctionne aussi ici de façon très puissante. C'est une construction donc sur plusieurs époques de la vie de plusieurs personnages. Et petit à petit, on découvre la façon dont les gens se sont croisés ou pas, l'impact que les uns ont pu avoir sur les autres, même si au départ on ne voyait pas forcément les connexions, et des trajectoires en fait qui telle personne va être très différente dans sa jeunesse par rapport à son âge mûr. Et le lecteur découvre petit à petit tout ça, les trajectoires, les liens qui unissent les gens, etc. Et dans Station Eleven, alors dans les variations sébastianes, c'est assez resserré. Dans Station Eleven, ça fait des grands écarts de fou, parce que justement, l'avant et l'après-catastrophe fait une faille monstrueuse. Et plus on avance dans le... Alors, c'est pas du tout linéaire en fait. On a une chronologie qui est complètement éclatée. Et plus on avance, plus on trouve que les préoccupations d'Arthur, par exemple, sont... il croit qu'il a des problèmes, mais ces problèmes, est-ce qu'ils sont si importants que ça par rapport à ce que nous, on découvre dans l'après-catastrophe, la survie, la tension, la violence, reconstruire un monde. Et en même temps, on est rassuré dans cette perte de repères par moment, par des motifs qui reviennent. Donc il y a Shakespeare, évidemment, Arthur se retrouve à jouer le roi Lear, et puis il y a cette symphonie itinérante qui joue du Shakespeare partout. Il y a aussi un comics qui s'appelle Station Eleven, qui passe de main en main, et qu'on retrouve une espèce qui est à la fois une espèce d'encre pour nous, parce que on se retrouve en terrain familier, et une encre aussi pour les personnages, parce que c'est un lien avec leurs rêves pour certains, leur passé pour d'autres. Il y a quelque chose de
cryptique, There's enfin, something un kind mystère dans ce comic qui Honey. ouvre une nouvelle dimension, c'est-à-dire qu'il y a It la opens dimension onto a new chronologique dimension, et puis il y en a chronological une autre dimension. qui est qu'est-ce qu'il veut dire The ce other comic. one C'est is les what rêves is the de meaning of that Miranda, comic donc son book. autrice. Miranda's dreams. Elle y injecte dedans des She dialogues, puts in, des choses de son quotidien. dialogues from her own. Et en même temps, Daily life. dans les mains de c'est Kirsten qui l'a In avec. the end, it turns out to- Il doit y to avoir des run in réponses. Kirsten's Elle pense hands. qu'il y a des réponses And là-dedans. she Et thinks ces there questions are et se answers in that font book. écho en fait. And those questions just echo each other. Et est-ce que vous avez conçu le roman comme un jeu de pistes, comme les questions que se pose Kirsten, nous on se les pose aussi. Yeah, the questions are Kirsten. Est-ce que tout le roman, est-ce qu'il est construit comme un jeu de pistes? Est-ce qu'il y a des réponses à certains mystères que Yeah. personnellement moi je n'ai pas trouvé mais ça m'a pas manqué? Ou est-ce que c'est un peu comme un miroir brisé qu'on ne pourra pas reconstituer? I think that's fair. Yeah. Et ça, c'est juste en fait. Yeah. I've always very much enjoyed writing books with a very nonlinear structure. I think it's fair to say that I've pushed it the furthest with Station 11 out of the four. But in the Sebastian variations, they move back and forth in time, the same in the previous two. And they're kind of fun to write that way as a writer. There's almost a sense of putting together an enormous jigsaw puzzle. I did intend there to be a sense of mystery in Station 11, and I'm glad you noticed that. As a writer, you're always trying to develop and sustain questions, sustain tension, I'm sorry. And a good way to do that is to set up a series of questions. How does Kirsten have the comic book that Miranda wrote in the chapter I just read? That kind of thing. And you touched upon something which very few people have about one of the reasons why the comic book is in the novel, which is that the structure is so complex. And what I realized is that it would probably be a good idea for there to be some familiar object for the reader. Something that moves from character to character, that exists in both the pre and the post-apocalyptic sections. So it was the Dr. 11 comic books and the Paperweight. So I did intend those to act as kind of touchstones for the reader, to say, okay, this is familiar, this anchors me to this text. What I realized with the comic books was that in some ways the situation of that science fictional story in the comics, that it did mirror the overall narrative in this, in that there was a common sense of alienation. You know, that in the Dr. 11 comic books, you have characters marooned on a space station in deep space. And of course, in the broader narrative of Station 11, you have these characters who are marooned in a strange new world that they could not possibly have imagined. And I began to find that commonality interesting as I was writing the book. And what I realized is that I could use the comic book to amplify that sense of alienation that pervades the novel. So. En fait, oui, j'ai toujours aimé écrire des livres dont la structure n'était pas linéaire. Je crois que là où je l'ai poussé le plus loin, c'est évidemment dans Station 11, bien que dans les variations Sébastien, j'ai fait ça aussi, les allers-retours, présent, passé, et dans mes autres livres également d'ailleurs, parce que je trouve que voilà, c'est ça qui est excitant à écrire, c'est ça qui m'amuse, comme si je montais un gigantesque puzzle en fait.
créer un sens du mystère pour le lecteur, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et puis l'idée de développer des questions dans la narration et puis de maintenir le suspense autour de ces questions, de maintenir l'intérêt du lecteur autour de ces questions. Par exemple, voilà, comment Kirsten s'est-elle retrouvée en possession de cette BD? Voilà une question. Et en fait, dans Station 11, la structure est quand même vraiment complexe, donc il m'a semblé que ce serait une bonne idée qu'il y ait pour le lecteur un objet familier, un objet qui appartiendrait au monde d'avant et qu'on retrouverait dans le monde d'après. Et donc ce sont deux objets, c'est le presse-papier et la BD Dr. Eleven. Ce sont pour le lecteur comme des pierres de touche, comme des points d'ancrage. Voilà. Donc pour revenir à la BD, la situation, en fait, dans cette histoire de science-fiction, dont Miranda est l'auteur, je l'ai voulu un petit peu comme un miroir de ce qui se passe dans la narration principale du roman Station 11. Je m'explique. Dans la BD, il s'agit de personnages qui sont des naufragés de l'espace. Dans Station 11, l'histoire principale, les personnages sont un peu comme des naufragés du monde ancien dans un nouveau monde qui est quand même très très aliénant. Donc la question de l'aliénation évidemment est centrale. Et il m'a semblé que cette BD c'était une façon d'amplifier ce sens de l'aliénation que j'ai voulu faire passer dans le livre. Bravo. Sur la question des bons et des mauvais genres, j'ai une grande satisfaction à lire un roman qui donne autant d'importance à un comique qu'à des représentations de Shakespeare, qui porte une devise de Star Trek tout en mettant en scène voilà, des personnes qui jouent du Beethoven et qui traitent les codes du roman apocalyptique à fond. Sans moquer, sans le prendre par-dessous la jambe et en y ajoutant néanmoins quelque chose de résolument personnel qui en fait vraiment un grand livre. Et juste pour faire un lien avec une autre autrice de Rivage, ça rappelle férocement Faillir être flingué de Céline Minard, la façon dont on joue avec les codes d'un genre en l'aimant et en y ajoutant en plus son âme. Et ça c'est exactement ce qu'on aime à Caribde et ça fait vraiment plaisir d'avoir voilà, ce genre de roman. Et j'ai beaucoup parlé de l'aspect post-apocalyptique parce que je l'aime, mais il y a aussi une très forte humanité dans toute la période qui nous préoccupe, enfin, qui est la nôtre et qui est aussi puissante. Et je me permets juste de... Est-ce que vous voulez réagir avant que je dise ça? Would you like to say something about what I just said before I read? Oh, about the genres. La question de la littérature de genre. Yeah, you know, it's funny. We so often forget that Shakespeare and Beethoven were creating the popular entertainment of their day. That at this point, we see going to a Shakespeare play as a kind of elite activity. You know, it's very serious. That was popular entertainment. These were comedies. And if you read Shakespeare, the humor is often quite dirty. It's kind of funny. So, you know, it's interesting to think about the way the meaning of these cultural artifacts change. It was also interesting for me to think about the randomness of what survives and how personal it is, the question of where we find meaning. That, you know, perhaps
the most meaningful and beautiful cultural artifact you have in your life is King Lear. On the other hand, perhaps it's a self-published comic book. I mean, why not? You know, that could be beautiful and profound. Yeah, so it was those things, but it seems somewhat arbitrary to me. The line that we often draw between what we consider literature or, you know, very high art versus, you know, other genres of fiction or comic books, for example. En fait, on oublie de nos jours que Shakespeare, Beethoven, c'était vraiment à l'époque des arts populaires. Aujourd'hui, aller assister à une pièce de Shakespeare, c'est quelque chose c'est une activité très très élitiste, c'est très très sérieux. Mais à l'époque, Shakespeare, c'était vraiment populaire. On s'en rend compte quand on lit ses pièces, qui sont quand même émaillées de pas mal de scènes ou d'allusions assez cochonnes, il faut bien dire ce qui est. Donc en fait, le sens de toutes ces productions artistiques change. Et ce qui me frappe, c'est le caractère aléatoire de ce qui survit. En fait, c'est quelque chose de si personnel pour chacun. Là où on va trouver le sens, qu'est-ce qui va être le plus merveilleux pour les uns ou pour les autres, le roi Lear ou bien une bande dessinée. Il me semble que tout cela est quand même assez arbitraire et qu'on trace des lignes, encore une fois, très artificielles entre l'art avec un grand A et puis voilà, les genres populaires comme la BD par exemple. Et du coup, je vais terminer mes questions avec juste une lecture. On a parlé beaucoup de l'aspect post-apocalyptique, mais il y a aussi des scènes très intimes et très présentes et qui sont tout aussi fortes. Je vous en lis juste 2 pages. Il l'avait appelé en août au bureau de New York. « Voulez-vous prendre un appel d'Arthur Smith Jones ?» lui avait demandé son assistante, et Miranda s'était figée un instant. Ce nom était une plaisanterie entre Arthur et elle qu'ils avaient partagée au début de leur mariage. Tant d'années après, elle ne se rappelait plus ce que le nom Smith Jones avait eu de si drôle, mais elle comprit tout de suite que c'était lui. « Merci Laetitia, je le prends. » Un déclic. « Allô Arthur. »« Miranda ?» demanda-t-il hésitant comme s'il ne reconnaissait pas sa voix. Elle avait pris le ton plein d'assurance qu'elle utilisait lors des grandes réunions professionnelles. « Arthur, ça fait un bout de temps. » Silence au bout du fil. « Tu es là ? » « Mon père est mort. » Elle pivota dans son fauteuil pour regarder Central Park. En août, le parc avait un aspect subtropical qui l'envoûtait. Les arbres luxuriants dégageaient une impression de densité, de langueur. « Je suis navrée, Arthur, je l'aimais bien. » Elle se rappelait un soir sur l'île Delano, l'unique fois où ils étaient retournés ensemble au Canada pour Noël, la première année de leur mariage. Le père d'Arthur avait parlé avec une grande animation d'un poète qu'il venait de lire. Le souvenir avait perdu de sa précision depuis la dernière fois qu'elle l'avait évoqué. Elle ne se rappelait plus le nom du poète ni la conversation à proprement parler. « Merci, dit-il d'une voix indistincte. « Tu te souviens du nom de ce poète qu'il aimait ?» s'entendit demander Miranda. « Quand nous sommes allés sur l'île pour Noël il y a longtemps. » Lorca, sans doute, il en parlait beaucoup. Un promeneur dans le parc portait un t-shirt rouge vif qui formait un superbe contraste avec le vert environnant. Elle le regarda disparaître au détour d'une allée. Il conduisait un chasse-neige et a fait de la menuiserie toute sa vie, ajouta Arthur. Miranda ne sut trop que dire, elle connaissait déjà ces détails, mais Arthur ne semblait pas attendre de réponse. Ils gardèrent le silence, Miranda guettant l'éventuelle réapparition du t-shirt, en vain. « Je sais, dit-elle, tu m'avais montré son atelier. Quand j'y pense, ma vie devait lui paraître extravagante. Ta vie paraît probablement extravagante à la plupart des gens. Pourquoi tu m'as appelé, Arthur ? Du ton le plus gentil possible. C'est toi que j'ai eu envie d'appeler quand j'ai appris la nouvelle. Mais pourquoi moi ? Nous ne nous sommes pas parlé depuis la dernière audience du divorce. Tu sais d'où je viens, dit-il, et elle comprit ce qu'il entendait par là. Dans le temps, nous vivions sur une île en plein océan. Dans le temps, nous prenions le ferry pour aller au lycée, et la nuit, le ciel brillait en l'absence des lumières de la ville. Dans le temps, nous allions jusqu'au phare en canoë pour regarder les pétroglyphes. Nous pêchions le saumon et marchions dans les forêts touffues, mais tout cela n'avait rien d'extraordinaire dans la mesure où tous les gens que nous connaissions étaient exactement dans le même cas.
Et ici, dans ces villes dures et scintillantes où nous avons bâti nos vies, rien de tout cela ne nous semblerait réel si tu n'étais pas là. Et à part ça, comprit-elle, il était présentement célibataire. Voilà. Et est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous êtes trop timide, ce qu'on peut faire, c'est arrêter là et puis on en parle autour d'un verre. Voilà, vous n'hésitez pas à venir faire dédicacer des livres. Vous en prenez comme d'habitude, 1 pour vous, 3 pour offrir. N'hésitez pas à prendre aussi les précédents qui sont tout aussi bons. C'est une bonne idée. Et merci vraiment beaucoup. Simplement, est-ce que vous êtes une lectrice de science-fiction? Are you a reader of science fiction? I have been, yeah. One of my favorite books of the last few years was, I don't know the French title, but the most recent novel by Michel Faber. No Ellie, it's a guy. The Book of Strange New Things is the English title. Michel Faber, The Book of Strange New Things. le livre des... Yeah. It's about a Christian missionary ministering to aliens on a faraway planet. It's completely science fiction and Un beautifully missionnaire written. chrétien sur une planète lointaine qui se retrouve. Yeah, so I try to read a whole range of genres. J'essaye de lire beaucoup de genres différents. I've been mostly, yeah. Oh, you have it? Yeah. C'est fantastique. Eh bien, merci beaucoup. On va continuer de passer.